Bernard Minier, nous vous recevons à la Galerne aujourd'hui pour M, le bord de l'abîme, un thriller, votre nouveau thriller paru chez XO Éditions. Bernard Minier, c'est un récit palpitant, je dirais même plus, c'est un récit angoissant que vous nous livrez là, terrifiant sur les nouvelles technologies. Et vous ajoutez, d'ailleurs vous l'écrivez dans le récit, toutes les technologies décrites dans ce roman existent ou sont en cours de développement. Impressionnant. Oui, je voulais surtout pas écrire un roman de science-fiction, et c'est pas de l'anticipation. C'est un thriller très contemporain, et donc effectivement ça parle de cette espèce de fabrique du monde d'aujourd'hui et de demain que représentent les géants de l'internet et de la téléphonie mobile. Et moi j'ai choisi non pas un de ces géants américains qu'on connaît très bien comme Facebook, Google, etc., mais un géant chinois. Et parce que la Chine aujourd'hui est de plus en plus puissante, de plus en plus conquérante sur ses marchés, et que cette intelligence artificielle, ces nouvelles technologies vont changer notre vie au quotidien, comme Internet l'a fait, comme les téléphones l'ont fait auparavant. Donc on a un personnage, une jeune Française, qui s'appelle Moira, qui a été travailler au laboratoire Facebook à Paris, qui est embauchée par cette entreprise Ming chinoise, entreprise qui est quand même très inspirée de quelques géants chinois. Il se trouve qu'on en parle beaucoup en ce moment. C'est vrai. Et il y a beaucoup de similitudes entre Huawei, pour ne pas le nommer, et l'entreprise fictive Ming que j'ai imaginée. Alors effectivement, on se retrouve là à Hong Kong, qui est une des villes, dites-vous, les plus fascinantes au monde. C'est une ville aussi que vous avez bien évidemment visitée, puisque vous y êtes allé pendant l'été 2018 et qu'il était important pour vous à la fois de vous rendre sur place, à la fois de visiter tous les lieux que vous décrivez dans le livre, tout comme d'ailleurs de vous renseigner largement sur toutes les nouvelles technologies que vous abordez dans l'ouvrage. Oui, ça a été un chantier colossal, hein, sans doute le plus gros chantier à ce jour pour un de mes romans. C'était un travail de préparation très très important, et je ne conçois jamais pas de décrire des lieux dans lesquels je ne me suis pas rendu. Ça me paraît inimaginable. Google n'est absolument pas suffisant, Internet ne suffit pas, il faut aller là-bas, il faut s'imprégner, il faut respirer, il faut rencontrer les gens, il faut être au milieu de ces foules-là. Et Hong Kong en plus est une ville tellement étonnante, tellement vertigineuse à tous égards, que je voulais vraiment mettre mes pas dans les pas de mes personnages. Et c'est ce que je fais du reste, parce que évidemment quand j'y vais, c'est pas pour faire du tourisme, donc je vais très peu dans les lieux touristiques, ça m'intéresse absolument pas. Non, je vais dans les endroits où il y a que des Hongkongais ou des Chinois, la nuit, le jour, les bas-fonds. J'ai beaucoup été dans les bas-fonds, dans des endroits assez infréquentables, et j'ai cherché vraiment à respirer et à comprendre l'esprit de cette ville, qui est une ville qui est un peu l'enfer sur terre, hein, pour une certaine catégorie de la population. Il y a beaucoup de pauvres à Hong Kong, et être pauvre à Hong Kong, c'est quand même une vie très très difficile, hein. Ce sont des gens qui travaillent énormément. Les Chinois ont cet esprit-là, ils travaillent beaucoup, mais alors du coup on a des gens qui travaillent 6 à 7 jours par semaine pour des salaires misérables, et qui vivent dans des conditions épouvantables, dans des espèces de gratte-ciel quasiment en ruine, délabrés, où ils vivent dans des tout petits appartements, ce qu'on appelle des cubicles, des appartements en cage. On a ce grouillement de population aussi la nuit comme le jour. Il faut savoir que Mong Kok, qui est un des districts de Hong Kong, qui se trouve à Kowloon, donc dans la partie nord, c'est le district le plus densément peuplé de la planète. Il faut imaginer 130 000 habitants au kilomètre carré. Et en plus des gens qui sont tout le temps dehors, parce que, étant donné qu'ils vivent dans une espèce de trou à rats, ils passent leur temps aussi dehors. Donc c'est une ville fascinante, c'est une ville extraordinaire pour un roman noir. Pour un auteur, c'est l'enfer sur terre pour y vivre, en tout cas de mon point de vue. Alors il y a, on le disait tout à l'heure, toutes ces avancées technologiques, toute cette science cognitive que vous référencez à travers le livre, à travers M et le centre. Est-ce que je puis vous demander quelle est celle de ces avancées technologiques qui vous impressionne, voire qui vous fait le plus peur ? Alors ce qui m'impressionne, et il y en a plein, hein, qui m'inquiètent, hein, forcément. Les réseaux sociaux m'inquiètent beaucoup. Il y en a deux au fond, mais il y en a plein d'autres, hein. Mais si je devais en détacher un ou deux, ça serait d'abord le principe même des réseaux sociaux, Facebook en particulier, qui est qu'on enferme des gens dans ce qu'on appelle des bulles de filtrage. Qu'est-ce que c'est qu'une bulle de filtrage ? C'est une bulle où on filtre toutes les informations en fonction de ce que vous aimez déjà, de vos likes, de vos posts, et Facebook, l'intelligence artificielle qui est dans Facebook,
Yann LeCun, qui est un des grands dirigeants de l'intelligence artificielle de Facebook, dit qu'aujourd'hui Facebook fonctionne essentiellement à base d'intelligence artificielle. Elle sait très bien aujourd'hui, ce sont des algorithmes qui arrivent très bien à cibler chacun d'entre nous. Aujourd'hui, avec la puissance de calcul des ordinateurs qui est vertigineuse et ces algorithmes de plus en plus puissants, de plus en plus intelligents, on arrive à trouver des millions d'aiguilles dans des milliards de boîtes de foin. Donc ça, c'est très inquiétant. Et cette bulle de filtrage, ça fait que vous ne recevez qu'un certain type d'informations. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Un biais de confirmation, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est qu'au fond, chacun d'entre nous, on recherche moins l'information objective que l'information qui confirme ce qu'on pense déjà. C'est pour ça que les gens de droite lisent la presse de droite, que les gens de gauche lisent la presse de gauche. Et quand ça prend les proportions des réseaux sociaux, c'est terrifiant parce qu'en plus, il y a plein de fake news. Donc, on est entre gens qui partagent des informations souvent fausses. Il faut savoir que les informations fausses, les fake news sur Facebook ont beaucoup plus d'impact que les vraies, qui partagent des milliers et des milliers d'informations fausses, qui ne dialogue avec des gens qui pensent la même chose qu'eux. Donc on se construit cette espèce de, comme l'a dit Bret Easton Ellis dans Saturday Night White, des espèces de petites utopies avec nos valeurs chéries, et on s'enferme dans ces bulles, et au fond il n'y a plus de dialogue contradictoire, il n'y a plus d'échange, et on en voit les effets aujourd'hui tous les jours avec l'élection de Donald Trump, de Bolsonaro au Brésil, le Brexit, etc. Tout ça, c'est les conséquences des réseaux sociaux et de Facebook. Or, il y a une question qui est centrale là-dedans, c'est la vérité. Parce que la santé d'une démocratie dépend du bon niveau d'information et de connaissance de ses citoyens. Et là, de ce point de vue-là, je suis quand même très inquiet si rien n'est fait par rapport à ces réseaux sociaux. Le deuxième point qui m'inquiète beaucoup, c'est le big data. Cette masse de connaissances, ces géants d'Internet ont aujourd'hui une connaissance de l'humanité au niveau individuel et au niveau global que jamais personne n'a eu avant eux. Auparavant, les sociologues, les philosophes, etc., élaboraient des théories, faisaient des études à partir de panels finalement assez réduits. Il y avait une connaissance assez parcellaire. Même les sondages, c'était sur quelques milliers de personnes. Non, l'humanité, les études que font Facebook sur les gens, ou Google, c'est des milliards de personnes. Il y a 2,5 milliards de personnes qui sont inscrites sur Facebook. Donc ça leur donne une connaissance que jamais personne dans l'histoire n'a eue avant eux. Et une connaissance de plus en plus... Du reste, il y a de plus en plus de vérités qui émergent du big data, qui remettent en question tout ce que les penseurs et les sociologues et les philosophes des siècles précédents ont penser savoir de l'humanité. Et ça, c'est à la fois formidable parce qu'on va acquérir une connaissance qu'on n'a jamais eue, et extrêmement dangereux parce que cette connaissance est aux mains de gens qui, bien entendu, nous manipulent à des fins mercantiles. Alors M cache bien des secrets, nous ne les dévoilerons pas ici d'ailleurs, bien sûr, mais tout de même, beaucoup de personnes qui ont travaillé au centre meurent dans des circonstances étranges, et cela donne évidemment aussi matière dans l'ouvrage à une enquête policière. Il faut en dire deux mots tout de même. Oui, on est dans un thriller, on n'est pas dans un document, il faut bien le préciser. Donc il y a une enquête policière, effectivement. C'est-à-dire que non seulement Moira, cette jeune Française qui arrive dans le centre, ce qu'on appelle le centre avec un C majuscule, c'est le campus de Ming Incorporated, où se fabrique ce fameux nouveau monde. Non seulement elle va découvrir que cette entreprise a plus d'un secret, mais aussi effectivement qu'on a tendance à y mourir de mort violente, accident, suicide, voire meurtre. Et à côté de ça, on a deux policiers hongkongais, un jeune qui s'appelle Chan, un ancien qui est Elijah, qui enquête sur une série de meurtres commises par celui qu'ils ont baptisé le prince noir de la douleur, qui est un clin d'œil à Clive Barker pour les connaisseurs. Et surtout, dans les victimes ont pour point commun d'avoir toutes, à un moment ou à un autre, travaillé chez Ming. Donc très vite, sans rien spoiler, ces deux policiers soupçonnent que non seulement ça pourrait être un employé de Ming, qui est le fameux prince noir de la douleur, mais aussi qu'il s'est sans doute servi de tous ces gadgets qu'elles ont chez elles, qu'elles avaient, c'est-à-dire leur téléphone, leur enceinte, leur bracelet, leur tablette, qui s'est sans doute toutes ces données qu'on nous envoyons à ces géants de l'Internet et que ces jeunes femmes envoyaient à Ming. Il s'en est sans doute servi pour les cibler, pour repérer ses victimes, pour voir si elles étaient solitaires ou si elles avaient des gens autour d'elles, pour voir leurs habitudes, si elles étaient prudentes ou imprudentes, etc. etc. Et donc on a un assassin qui sans doute utilise ce data à des fins évidemment épouvantables.
Pour terminer cet entretien, Bernard Minier, est-ce que je peux vous demander si vous avez un livre en ce moment à conseiller à ceux qui nous écoutent? Justement, puisqu'on est en train de parler de tout ça, aujourd'hui je suis en train de lire White, le dernier livre de Bret Easton Ellis, qui pour le coup n'est pas un roman. Hein. On connaît tout Bret Easton Ellis, c'est immense écrivain américain, iconoclaste, provocateur, parfois un peu brinzingue, mais en même temps qui a dénoncé tous les travers de la société américaine. On se souvient tous d'American Psycho, ce livre qui avait fait un scandale absolu, mais qui en même temps il avait poussé la chose jusqu'à ses limites les plus extrêmes. Et là, il revient avec une espèce de témoignage où il parle de sa carrière d'auteur depuis ses tout débuts. Il a commencé très très jeune à avoir du succès, jusqu'à aujourd'hui. La drogue, tous les égarements qu'il a connus, et en même temps, il parle aussi de ces réseaux sociaux, de comment le monde a changé, aussi comment le rapport des auteurs aux lecteurs a changé, le travail des libraires a changé, de cette nouvelle économie, tout ce qui se passe à travers les réseaux sociaux. Et je trouve qu'il en parle assez bien, des dangers que ça présente. Donc, au fond, je suis assez d'accord avec son point de vue, mais c'est peut-être que lui, comme moi, on a connu un monde sans Internet et sans réseaux sociaux. C'est peut-être pour ça. Merci beaucoup, Bernard. Avec plaisir.